Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a un sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment des annonces de François Bayrou. Et je sais bien que la semaine dernière, j'ai dit que je ne ferai pas d'actu politique de la semaine cette semaine, mais comment partir en pause, comment vous laisser partir en vacances si jamais vous en avez, sans vous faire le point sur les horreurs que contiennent ces annonces de François Bayrou et sans, disons, vous motiver pour, ma foi, lutter contre ces annonces de François Bayrou. Eh bien, c'est ce que je vais faire dans cette actu politique de la semaine. J'ajouterai en fin de vidéo deux autres petits thèmes. D'abord, une pétition qui est en cours de signature contre la loi du plomb et qui pourrait bien faire qu'il y aurait un débat à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, je vous donnerai deux, trois petites choses en fin de vidéo pour occuper votre été, on va dire, et vous donner quelques informations de type organisationnel et pratique, puisque je serai ce dimanche 27 juillet à Arras pour commémorer la mort de Maximilien Robespierre, à qui, je pense, nous devons rendre certains hommages, particulièrement dans la période qui s'annonce assez chaude et assez tendue, pour se souvenir que l'héritage de la Révolution a toujours une onde de choc dans le présent. Et je crois que quand un gouvernement veut faire payer l'intégralité du peuple pour les cadeaux de l'aristocratie des riches, cela nous relie très très fort à Maximilien Robespierre, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. On commence donc sans plus attendre. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai enlevé la cravate et la veste parce qu'il fait une chaleur à crever dans mon bureau et que je n'aurais pas été en capacité de faire cette actu politique de la semaine sans ça. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je commence donc avec mon premier thème qui est ces annonces de François Bayrou, avec la volonté de faire 43,8 milliards d'euros d'économies, c'est ce qu'il a annoncé dans une conférence de presse. Et évidemment, ce qui a d'abord choqué dans ces annonces, c'est la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Le 8 mai particulièrement choquant puisqu'il s'agit de la célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Et c'est une vieille lune des pro-européens que de vouloir supprimer le 8 mai parce que, voyez-vous, les Allemands le prennent un peu mal que nous célébrions une défaite militaire de l'Allemagne, mais en réalité, nous, ce qu'on célèbre, c'est pas une défaite de l'Allemagne. Ce qu'on célèbre, c'est la défaite d'un régime bien particulier, qui est la défaite du régime nazi, et qui a été un régime génocidaire. Donc, il nous semble normal qu'on célèbre la fin de ce régime et que ce soit un jour férié. Je vous alerte tout de suite sur un point, mais j'y reviendrai. C'est qu'il est possible que la suppression de ces 2 jours fériés soit une sorte de piège tendu par François Bayrou. Mais d'abord, avant de parler du piège, parlons du contenu, de ce que ça veut dire. Travailler 2 jours fériés supplémentaires, ça veut d'abord dire une perte de pouvoir d'achat pour les gens qui travaillaient déjà les jours fériés et qui étaient payés davantage. Bah oui, ces jours étaient fériés, ils étaient payés plus cher, et comme là, ils seront travaillés sans être payés plus cher, c'est de la perte sèche de revenus pour ces personnes-là. Mais c'est aussi une perte de revenus pour tout le monde, car c'est une augmentation du temps de travail qui n'est pas payé. En gros, on va vous faire travailler 2 jours supplémentaires, mais on ne va pas augmenter vos salaires des 2 jours supplémentaires travaillés. Non, au contraire, ça représente donc une baisse de salaire, et on a fait le calcul. Si on ramène ça à votre salaire horaire, comme vous travaillez 2 jours supplémentaires qui ne sont pas payés, ça vous fait une baisse de 1% de votre salaire ramené au taux horaire de paiement. Eh bien ça, c'est un scandale, parce qu'au moment où au contraire les gens tirent la langue, au moment où il y a de l'inflation, eh bien on aurait besoin au contraire d'une augmentation des salaires. Par ailleurs, c'est la bonne manière pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Quand vous augmentez les salaires, vous faites rentrer davantage de cotisations sociales, vous faites rentrer davantage d'impôts, et du coup, vous améliorez les finances publiques. Mais partager les salaires, ça veut dire partager la richesse. Ça veut dire faire moins de profit pour les entreprises et plus de profit pour les salariés. Et ça, évidemment, c'est la solution à laquelle François Bayrou n'a pas envie d'aller et dont il n'a pas envie d'entendre parler, puisque, je vous le dis, il est en train de baisser les salaires. Je vous disais, c'est peut-être un piège. Bah oui, c'est peut-être un piège parce que, comme on cristallise l'attention sur ces 2 jours fériés, c'est normal, c'est simple à comprendre. 2 jours fériés travaillés, c'est assez simple à comprendre qu'on est en train de se faire avoir. Et puis quand on entend des personnes qui sont parfois retraitées dire oui, bon, travailler 2 jours fériés supplémentaires, c'est pas si grave, c'est vrai, moi j'en ai profité quand j'étais salarié, mais bon, vous comprenez, si les finances de l'État l'exigent, ça fait pas grand-chose. Bon, il va falloir que les retraités se solidarisent davantage avec les travailleurs, parce que les travailleurs vont être très très solidaires des retraités, vu que ça fait partie aussi des annonces de François Bayrou, mais ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Pourquoi il y a donc potentiellement un piège? Parce que Bayrou avait dit initialement vouloir faire 40 milliards d'euros d'économies. Il annonce finalement 43,8 milliards, donc 3,8,
en plus. Or, chaque euro compte, comme n'arrête pas de le dire le Premier ministre. Et donc, comme ces 2 jours fériés supprimés peuvent rapporter 4,5 milliards d'euros, vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes étiages et que potentiellement, Bayrou se laisse la main pour lâcher sur un jour férié ou même lâcher sur les 2 jours fériés en disant « Bon, on a trouvé de l'argent ailleurs ». C'est certes pas tout à fait ce qu'on cherchait, mais grosso modo, on s'y retrouve. Donc, bon seigneur, il abandonne la suppression de ces 2 jours fériés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, parce que si on ne lutte pas sur la suppression de ces 2 jours fériés, on n'obtiendra pas le fait que ces 2 jours fériés restent bien fériés. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut obtenir, et c'est ce sur quoi je veux venir maintenant, parce que ça sera le cœur de cette vidéo. François Bayrou annonce une année blanche. Alors, c'est un petit peu compliqué et on se fait avoir par tous les côtés avec cette annonce d'année blanche. Je vous explique pourquoi. D'abord, en commençant par vous dire que c'est un gel des dépenses publiques de l'État dans tous les secteurs, sauf un, l'armée, puisque M. Macron a décidé que nous étions dans une économie de guerre et que donc nous devions augmenter la dépense publique. Et pourquoi fait-il ça, l'augmentation de la dépense publique sur l'armée, alors que tous les secteurs sont censés faire des efforts? Eh bien parce que Donald Trump exige de notre pays, comme nous sommes membres de l'OTAN, que nous fassions 5% des dépenses de notre PIB en armement et en matériel militaire et en dépenses militaires d'une manière générale. Une manière pour lui de relancer l'économie américaine et notamment l'économie d'armement américaine sur le dos des Européens dont il n'a absolument rien à faire. C'est-à-dire que nous, on est en train de courir après les États-Unis d'Amérique pour que dalle, et particulièrement la France, puisque nous avons un système de défense qu'on peut critiquer, mais qui s'appelle la dissuasion nucléaire, et dont l'objectif est de faire en sorte que nous ne soyons pas nécessairement une force de projection, c'est-à-dire que nous ne soyons pas une force militaire qui va attaquer des gens, mais qu'au contraire, on empêche les gens de nous attaquer en leur disant qu'en gros, s'ils touchent un cheveu de la France, on leur envoie une bombe atomique sur la figure, et que c'est une manière très brutale de se défendre, mais c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, et ça a été jusqu'à présent le système de défense qu'on avait mis en place, et justement, c'est censé faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de faire des dépenses militaires extrêmement importantes. Mais par ailleurs, la question qui est posée, sur ce budget comme sur les autres, c'est de savoir pourquoi faire. Parce qu'à la limite, si jamais il fallait mettre un certain nombre de pourcentages de notre PIB dans la dépense militaire en raison de quelque chose qui nous serait démontré qu'il y aurait un besoin, pourquoi pas ? Mais là, c'est pas le cas. Là, on nous dit juste faut dépenser 5% en budget militaire. Tout ça n'a aucun sens et justement, c'est l'un des problèmes. On ne part jamais des besoins. Donc, je reviens sur ce gel de la dépense publique dans tous les secteurs. Ça veut dire littéralement une baisse de la dépense publique dans les services publics parce que comme il y a une inflation qui continue, comme les dépenses du coup de ces ministères augmentent, comme ils vont devoir faire avec le même niveau d'argent, eh bien, ça va donc vouloir dire moins de services publics à la sortie. Ça, c'est le premier élément de l'année blanche. Mais François Bayrou va plus loin, et là, c'est pareil, on se fait avoir avec 2 dimensions. C'est ce qu'il appelle à la fois le gel des dépenses type prestations sociales, type allocation handicapés, type pension de retraite. Ça, c'est une partie de l'année blanche. En gros, on bloque toutes les dépenses, toutes les allocations, tous les niveaux de revenus qui sont versés par le public au même endroit. Du coup, gel du salaire des fonctionnaires également. On bloque tout ça au même niveau. Et de l'autre côté, eh bien, on vient geler aussi le barème de l'impôt sur le revenu. Je viens en détail parce que c'est un petit peu compliqué. Sur la partie, on n'augmente pas les prestations, les pensions, etc. Ça, c'est assez facile à comprendre. Vu qu'on n'augmente pas les pensions, les allocations, et qu'il y a de l'inflation, cela veut dire qu'on a une perte de pouvoir d'achat. Cette partie-là, elle est assez facile à comprendre. On se fait avoir par ce côté-là. Et pour le coup, normalement, il y a des revalorisations des différentes allocations en fonction du niveau de l'inflation. Eh bien là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, on se fait avoir, on perd du pouvoir d'achat, et ça concerne tout le monde. La deuxième partie, et c'est celle-là qui est un petit peu plus compliquée, c'est qu'on gèle aussi le barème de l'impôt sur le revenu. Alors, moi j'ai mis du temps moi-même à comprendre pourquoi c'était une arnaque, mais ça signifie une hausse d'impôts pour à peu près tout le monde, en réalité. En tout cas pour tous ceux qui payent des impôts, et pour tous ceux qui ne payaient pas d'impôts, en étant à la limite à partir de laquelle se déclenche le seuil de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Alors pourquoi il y a ces éléments-là ?
D'abord, il faut comprendre comment fonctionne le système d'impôt. Vous avez des tranches. Chaque fois que vous passez au-dessus d'une tranche, on vous impose sur vos revenus qui sont dans la tranche considérée. Ok, c'est pas très compliqué. Ça permet de faire des tranches. Il y en a pas assez, mais ça permet de faire des tranches où on vous impose de vos revenus supplémentaires de manière plus importante. Et en gros, chaque fois que vous dépassez une tranche, sur cette partie-là de votre revenu, on vous impose davantage. Ok, c'est pas très compliqué à comprendre. Et d'ailleurs, nous, la France Insoumise, on propose qu'il y ait 14 tranches parce que comme ça permet d'être plus précis dans la levée de l'impôt. On propose aussi de rendre la CSG progressive de manière à ce que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros payent moins d'impôts ou un niveau équivalent pour ceux qui sont dans les hauts revenus, et que tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros payent davantage d'impôts par solidarité nationale. Ça, c'est à la fois les éléments tels qu'ils fonctionnent, les éléments tels qu'on les propose. Mais pourquoi, du coup, il y a une arnaque dans tout ça ? Eh bien, parce que Bayrou, ce qu'il va faire, c'est qu'il va geler les seuils de déclenchement. D'habitude, ces seuils aussi suivent l'inflation. Donc, ça se décale avec l'augmentation des niveaux de revenus. Eh bien là, ce qui va se passer, c'est que en gelant ces seuils, il y a des gens dont le revenu va augmenter et qui vont passer au-dessus des seuils et du coup, parfois, déclencher un impôt sur le revenu qui n'existait pas. Cela pourrait concerner entre 240 000 selon les estimations basses et 600 000 personnes selon les estimations hautes qui passeraient le seuil de déclenchement d'impôt sur le revenu. Pour la petite histoire, le seuil haut à 600 000 personnes, il avait été annoncé par Amélie de Montchalin, qui est une ministre, et qui, elle, avait dit qu'elle ne voulait pas faire cette augmentation, ce gel du barème de l'impôt sur le revenu, parce que du coup, 600 000 personnes verraient leurs impôts augmenter. Finalement, c'est ce qu'ils ont fait, et l'estimation haute nous est donnée par la ministre elle-même, donc on se doute que si jamais ils ont une estimation haute à 600 000 personnes, eh bien on peut se dire qu'elle est à peu près sérieuse, ou alors ils nous racontent des cracks sans arrêt. Ça fait partie aussi des possibilités qu'ils racontent des cracks. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui vont passer qui vont payer un impôt sur le revenu alors que jusqu'à présent ils ne le payaient pas. Et puis il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont passer des tranches d'impôt sur le revenu et qui du coup vont être davantage imposés que ce qu'ils auraient été imposés si le barème de l'impôt sur le revenu avait continué à suivre l'inflation. Oui, parce que on est imposé, et ça c'est pareil, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la subtilité, mais on est imposé pour l'impôt 2026 sur les revenus 2025. Donc cette année, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu des augmentations de certaines allocations qui ont suivi l'inflation, mais du coup, comme le barème va être figé sur 2025, eh bien, dans l'année 2026, vous paierez vos impôts sur vos revenus 2025 qui, eux, seront passés au-dessus des barèmes indiqués. Et il y a des personnes qui vont être particulièrement perdantes. Ce sont les retraités qui étaient à la limite du seuil de déclenchement de la CSG. On est à autour de 12 600 euros par an, c'est-à-dire environ 1 000 euros par mois. C'est vraiment pas les grosses pensions de retraite. Eh bien, ceux qui étaient à la limite vont passer au seuil de déclenchement de la CSG et d'un seul coup, bam, ils perdent 450 euros par an, ce qui veut dire un peu plus de 40 euros par mois. Et sur un mois où vous gagnez 1 000 euros, perdre 40 euros, c'est une somme considérable, c'est une baisse considérable de leur retraite. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est bien pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on va devoir être tous solidaires. Il va pas falloir commencer à regarder, je sais pas qui est retraité, ils ont trop d'avantages, je sais pas qui est salarié, ils ont trop d'avantages, je sais pas qui a des allocations, ils ont trop d'avantages ou je sais pas quoi. Vous voyez bien qu'il faut qu'on soit tous solidaires contre un gouvernement qui essaye de nous faire payer l'addition des plus riches. Et il y en a qui pour le coup vont pas contribuer à leur juste mesure, même si Bayrou dit qu'il veut une contribution de solidarité pour les plus hauts revenus. Ce sont les milliardaires de notre pays, je rappelle qu'ils sont 145 et que à eux seuls, ils ont 1128 milliards d'euros et que donc si on leur prélevait à eux tout seuls les 43,8 milliards d'euros qui manquent, eh bien ils auraient encore plus de 1000 milliards d'euros à eux tout seuls. Donc ça va, ça permet de voir venir. Et par ailleurs, si on répartissait équitablement l'impôt entre tous les milliardaires, ça voudrait dire que chacun d'entre eux donne 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, c'est une somme considérable. Il y aura 700 millions d'euros si jamais on faisait même pas un impôt progressif sur le revenu des milliardaires. Bref, par ailleurs, je rappelle que nous pouvons mettre en place la taxe Zuckman, qui est une taxe à 2% du patrimoine des milliardaires de ce pays, et ça, à soi tout seul, ça rapporte plus de 20 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'en réalité, d'un côté, il y en a qui se gavent, et de l'autre côté, eh ben, on fait payer l'addition à tout le monde pour que certains puissent continuer à se gaver, et moi je considère que c'est pas normal. Et je vous disais que ça peut faire le lien avec Robespierre, parce que Robespierre disait « Nous avons remplacé l'aristocratie féodale par une nouvelle aristocratie, la pire de toutes, celle des riches ». Bref, on est exactement dans cette situation
situation-là. Et ma foi, eh bien, je vous en parlerai un petit peu en détail. Mais il y a encore une autre horreur avant d'aller là-dessus, qui est contenue dans le budget de François Bayrou. C'est qu'il veut faire payer les malades. Il veut à la fois dérembourser un certain nombre de médicaments. Il veut en même temps faire une franchise sur les affections de longue durée. Et puis, grosso modo, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il va faire payer les malades pour garder les profits des milliardaires. Et ben moi, je préfère faire payer les milliardaires pour que les personnes malades puissent être soignées, notamment celles qui ont des affections de longue durée. Enfin, dernière mesure, il demande 5,3 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales et territoriales. Eh bien ça, c'est une honte aussi, parce que ça veut dire à la fin, en bout de course, au final, des baisses de services publics dans les structures qui sont les plus proches des citoyens. Et c'est comme ça que ici, on va arrêter de, je sais pas quoi, chauffer la piscine. Alors c'est l'été, donc vous voulez pas forcément que votre piscine soit chauffée, mais quand ça sera l'hiver, ça peut être intéressant quand même que la piscine soit chauffée. Donc ici, on va arrêter de vous chauffer la piscine. Ici, on va, je sais pas quoi, pas vous tailler tel haie qui dérange. Enfin bref, ils vont essayer de faire des économies de bout de chandelle un peu partout dans les municipalités. Et ça, c'est directement lié au fait que François Bayrou demande à faire un effort aux collectivités territoriales. Et ça aussi, ça constitue un scandale de ce budget de François Bayrou. Maintenant, je vous ai dit que je voulais vous faire un petit rappel historique sur quand même la Révolution française était dans une période et dans des éléments qui étaient assez similaires. Parce que les États généraux en 1788, fin 1788, début 1789, sont justement convoqués parce que les nobles ne paient pas d'impôts et qu'il y a une dette considérable due aux différentes guerres qu'on a menées, et notamment la guerre d'indépendance américaine. Donc, on se retrouve avec une dette considérable. Il y a des gens qui ne veulent pas payer d'impôts et qui pourtant sont extrêmement fortunés, c'est la noblesse. Et il y a des gens sur qui repose l'essentiel de l'impôt, qui est le tiers-État, et qui lui dit que bon, bah, ça commence à bien faire que ce soit eux qui payent pour tout le monde. Eh ben bingo, on est exactement dans la même situation. Et pour prendre les propos de quelqu'un qui était un peu plus moderne, même si pas contemporain parce qu'il est décédé il y a un siècle, mais Vladimir Ilitch Lénine disait les révolutions arrivent quand en haut on ne peut plus et qu'en bas on ne veut plus. Eh ben, on en est là. En haut, ils savent plus quoi faire pour protéger les intérêts des milliardaires. Et en bas, on en a ras-le-bol et on veut plus payer. On ne veut plus faire la politique des milliardaires. Par ailleurs, tout ça intervient aussi au moment où le sénateur Fabien Gay rend public les conclusions de son rapport sur les aides publiques aux entreprises. Et il a trouvé un chiffre qui est un chiffre extrêmement intéressant. Il a trouvé les aides publiques aux entreprises au niveau national, ce que ça représente. Accrochez-vous, ça représente 211 milliards d'euros, c'est-à-dire beaucoup plus que les économies qu'essaye de faire François Bayrou. En réalité, ça représente le premier poste de dépense de l'État. Et merci à Fabien Gay d'avoir fait ce travail-là, parce qu'enfin, on a un chiffre, et ça permet de dire, bah attendez, on vous file 211 milliards d'euros, vous augmentez pas les salaires au juste niveau, vous embauchez pas au juste niveau, t'inquiète, moi je te récupère les 211 milliards d'euros, j'ai fait le calcul, avec cet argent-là, accrochez-vous, on pourrait financer 4,6 millions d'emplois publics à 2200 euros net. Et là, quand je vous dis à 2200 euros net, c'est cotisation sociale incluse, cotisation patronale incluse. Donc vous voyez que finalement, on reprendrait un petit peu peut-être de ces aides publiques aux entreprises pour en faire des choses utiles dans le service public. Bah, ma foi, peut-être que le service public fonctionnerait mieux, qu'il y aurait plus d'emplois, et que oui, certes, ce seraient des emplois publics, mais des emplois publics qui servent à faire des choses utiles pour l'intérêt général et qui, distribuant une partie de la richesse, permettent aussi une circulation monétaire qui, au final, fait aussi tourner le système entrepreneurial. Donc vous voyez, c'est gagnant-gagnant en fait quand on fait comme ça. Quand on distribue de l'argent public en salaire, ce que ça produit, c'est que ça fait circuler l'argent et que du coup, eh bien, vous avez de la consommation populaire qui est plus élevée, qui fait tourner les entreprises locales. Alors bien sûr, il y a un travail à faire sur la relocalisation de la production, la mise en place de mesures protectionnistes, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand vous distribuez
l'argent plutôt que de le mettre dans les poches de gens qui ont beaucoup d'argent, qui le gardent bien au chaud dans leurs poches et puis qu'ensuite le mettent sur les marchés financiers plutôt que d'en faire des choses utiles dans l'économie du pays, eh bien c'est plus efficace pour l'économie du pays et ça permet aussi, là encore, de réduire la dette publique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben oui, ça participe aussi de la réduction de la dette publique. Et enfin, dernière annonce de François Bayrou, et ça ira dans le sens de ce que j'étais en train de dire, il dit, lui, qu'il veut supprimer des postes de fonctionnaires, 3 000 pour l'année 2026, 15 000 pour l'année 2027. C'est une folie, tout ça ne tient pas la route. Et encore une fois, je vous le dis, les États généraux ont été convoqués et la révolution explose parce qu'il y a un mur de la dette avec d'un côté des gens qui ne veulent pas payer et de l'autre des finances publiques qui sont exsangues et qui sont en bout de course justement parce que les nobles ne payent pas. Il faudra quand même plusieurs moments révolutionnaires, la prise de la Bastille bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle la grande peur. Alors c'était surtout la grande peur des nobles parce qu'en réalité ce qui se passait c'était que les paysans allaient cramer les châteaux des nobles et allaient cramer notamment les registres dans lesquels étaient détenus les titres de noblesse. Et quand il y a eu cette grande peur, mais je mets vraiment des guillemets parce qu'ils présentent ça comme si c'était la grande peur populaire, mais non, c'est pas la grande peur populaire, c'est la grande peur de la noblesse en réalité. Donc la nuit du 4 août intervient avec l'abolition des privilèges et notamment des privilèges fiscaux parce que, disons qu'ils ont trouvé que c'était la seule manière de calmer le jeu vis-à-vis du fait que les gens étaient en train de tout cramer. Eh bien, on est dans une situation où, justement, il faut prendre les bonnes décisions politiques au bon moment. Parce que là, les gens commencent à en avoir par-dessus la tête et c'est plus que compréhensible. Parce que quand on entend d'un côté la fortune de quelques-uns, des milliardaires, et que de l'autre, on demande à tout le monde de travailler plus, ou de baisser les pensions de retraite, ou de baisser les allocations des personnes en situation de handicap, ou de baisser le remboursement de médicaments. Enfin bref, quand on demande à tout le monde de faire un effort, et que de l'autre côté, il y a des milliardaires qui accumulent de la richesse sans rien en faire d'utile. Enfin, je veux dire, littéralement, les gens qui sont milliardaires, quand ils utilisent leur argent, qui dépensent leur argent, c'est pour acheter des yachts, ça pollue, c'est pour acheter des jets privés, ça pollue, bref, c'est pour faire des trucs qui sont nuls pour le reste de l'humanité. Ça n'a pas de sens, en fait, d'accumuler autant de richesses, et à un moment donné, va falloir secouer un peu ce système-là pour qu'on fasse tomber les piécettes, parce que sinon, eh bien, ça va continuer comme ça, ils continuent à accumuler la richesse, et nous on est là, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont mérité d'être si riches, oh là là, quels gens fantastiques. Ben non, c'est pas des gens fantastiques, ils accumulent la richesse par le travail des autres, pas par leur seul travail qui vaudrait des milliards d'euros. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des entreprises dans lesquelles il y a des gens qui travaillent, les gens qui travaillent créent la richesse dans les entreprises, et cette richesse est accaparée par un petit nombre de personnes qui est de plus en plus riche et qui accumule de plus en plus de puissance capitaliste. Et c'est justement tout le problème, c'est qu'ils finissent par avoir tellement de fric que parfois ils ont une puissance financière et monétaire qui est supérieure à celle de beaucoup d'États. Et ça commence à être un problème démocratique, un problème pour les citoyens. Et c'est à ce problème que nous devons répondre. Donc, j'en termine par là. Que faire, comme dirait encore une fois Lénine, mais je ne sais pas ce que j'ai avec Lénine aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. Que faire? Eh bien déjà, censurer le gouvernement de François Bayrou. Je rappelle qu'on a eu 2-3 occasions de le faire. En fait, on en a eu 8. La France Insoumise a voté 8 sur 8 motions de censure. Le PS en a voté 2 sur 8. Et le Rassemblement National en a voté 0, parce que le Rassemblement National veut négocier la proportionnelle pour les élections législatives, parce qu'ils sont persuadés qu'avec la proportionnelle, ils vont gagner les élections et puis que ça leur assure une forme de, je sais pas quoi, de rente électorale. Hein, ça, c'est très important pour le Rassemblement National. Qu'ensuite, par ailleurs, comme Madame Le Pen a été condamnée par la justice pour détournement de fonds publics, tiens, déjà, on pourrait peut-être récupérer l'argent de Madame Le Pen, ça ferait déjà 4 millions d'euros, c'est toujours ça de prix, hein. Si jamais on en est à gratter les fonds de tiroir, récupérons les 4 millions d'euros de Madame Le Pen. Bref, mais en tout cas, Madame Le Pen et le Rassemblement National, comme Madame Le Pen est inéligible, ils n'ont pas envie qu'il y ait des élections maintenant, parce qu'ils ont peur que Madame Le Pen perde son siège, et donc, ils ne veulent pas censurer le gouvernement de François Bayrou. Pour l'instant, ça pourrait peut-être changer parce que à un moment donné, ça va devenir intenable. Comment faire tenir alors que c'est aussi odieux vis-à-vis de notre peuple. Ça n'est pas possible. Et moi, j'ai entendu les gens du Rassemblement National sur les plateaux télé. C'est quand même les pires complices de Macron, ces gens-là. Ils vont sur les plateaux télé, ils disent oui, il n'a pas parlé d'immigration, François Bayrou. Mais pardon, mais ils veulent trouver 43 milliards avec l'immigration. Ça n'a aucun sens. L'immigration rapporte de l'argent parce que justement, pour l'essentiel, ce sont des travailleurs qui participent
au paiement de cotisations, qui participent au paiement des impôts, qui payent la TVA comme tout le monde sur les produits qu'ils achètent. Même les étudiants étrangers, ils participent à faire vivre l'économie de notre pays, à la fois par les produits qu'ils achètent, parce que pour le coup, ils dépensent tout leur argent et ils en ont plus à la fin du mois. Donc ils participent à faire de l'accumulation de richesses, par exemple dans les poches des propriétaires qui ont des logements à leur louer, ou par exemple dans la poche des grandes surfaces chez qui ils achètent leurs pâtes, qui bouffent parce qu'on n'a pas assez d'argent pour bouffer autre chose quand on est étudiant, ou du riz. Mais tout cet argent, c'est de l'argent qui circule. Donc les étrangers rapportent de l'argent à notre pays, contrairement à ce que raconte Madame Le Pen. Donc ça, c'était le premier truc qu'ils ont dit, l'immigration. Et puis le deuxième, sans doute copiant ce que dit la France Insoumise sur le sujet, ils ont dit oui, mais la France est contributeur net de l'Union européenne à hauteur de 7 milliards d'euros, commençons par récupérer cet argent-là. Bah, nous, on n'a jamais dit le contraire, mais vous voyez comment ils essayent de détourner l'attention. Le sujet, c'est les riches payent pas. Or, précisément, le Rassemblement national, c'est la solution de secours pour les ultra-riches. Parce que des ultra-riches comme Vincent Bolloré ou comme Pierre-Édouard Stérin, vous voyez bien ce qu'ils font. Ils sont en train de financer des chaînes de télévision, en train de financer des médias, pour essayer de diviser le peuple sur la base du racisme, de l'immigration ou de la religion, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'unité populaire, que les gens soient là en disant « Oh là là, mon Dieu, mon voisin est musulman » ou « Oh là là, mon Dieu ». Tiens, Madame Le Pen, le lendemain des annonces de Bayrou, qu'est-ce qu'elle fait comme polémique ? Le burkini et le grand retour du burkini, comme chaque été, voici le retour du burkini. Bref, c'est un détournement de l'attention et une stratégie capitaliste bien rodée que celle de la division permanente du peuple sur la base de la religion, de la couleur de peau, de ce que vous voulez, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'unité populaire contre les milliardaires qui se gavent. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que si Madame Le Pen n'était pas là, si jamais il n'y avait pas le Rassemblement national qui passe son temps à diviser le peuple français, à votre avis, on chercherait la responsabilité de quel côté ? On chercherait la responsabilité du côté du pauvre gars qui a traversé 23 pays, la mer Méditerranée, parfois perdu son frère ou sa sœur ou quelqu'un de sa famille dans la traversée de la Méditerranée, qui est arrivé là, qui vit sous une tente, qui péniblement réussit à trouver un emploi et qui commence à reconstruire sa vie. Vous pensez que la responsabilité de la situation, c'est à lui ? Ou bien vous pensez que la responsabilité de la situation, c'est par exemple à Monsieur Bolloré, qui a exploité pendant longtemps dans son pays d'origine un certain nombre de matières premières et parfois des infrastructures comme des ports. Je sais pas, connecter les trucs, quoi. Parce que le principal problème qui est posé à l'heure actuelle dans l'unité du peuple, il est posé par le Rassemblement national, justement. Donc c'est bien et c'est d'ailleurs bien pour ça que nous, on n'arrête pas de vous dire que on veut leur barrer la route. Parce que s'ils arrivaient au pouvoir, ils feraient la division plus du peuple. Donc quand est-ce qu'on irait chercher l'argent auprès des milliardaires ? Jamais. Encore plus difficile qu'avec Emmanuel Macron, où au moins c'est à peu près transparent que ce type fait la politique des riches. Vous voyez ? Donc c'est ça les enjeux qui sont posés dans notre pays à l'heure actuelle. Et voilà ce que je voulais vous dire. Voilà aussi pourquoi ça nous relie de manière très directe à la Révolution française. J'en profite du coup pour vous dire que ce dimanche à 15h, on sera à Arras avec, j'allais dire Victor Hugo, avec Hugo Bernalicis. Pardon, c'est que je pensais Robespierre, Victor Hugo, parce que Victor Hugo disait un certain nombre de choses sur Robespierre, mais je passe sur les détails. Bref, mais je serai avec Hugo Bernalicis à Arras. On se retrouve à 15h au 9 rue Maximilien Robespierre, parce qu'il y a ici la maison de Robespierre qui est en train d'être transformée en un petit musée sur Maximilien Robespierre, et on rendra hommage à l'incorruptible. Et justement, c'est ce dont on manque en ce moment, d'incorruptible dans notre pays, parce que à l'évidence, il y en a qui font la politique des milliardaires et que ça leur fait très plaisir. Je termine donc avec deux petites informations pour aller très très vite. D'abord, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une pétition sur la loi du plomb. Vous savez, la loi du plomb, c'est cette loi sur les pesticides qui réintroduit des pesticides, notamment des pesticides cancérigènes, et qui a été votée à l'Assemblée nationale. Nous, évidemment, on a voté contre. On a même déposé et soutenu une motion de censure contre le gouvernement suite au passage de cette loi en force. Et là, il y a des gens qui ont décidé de lancer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Et cette pétition, au moment où je vous parle, elle est à 180 000 signatures. Or, 100 000 signatures, c'est le seuil à partir duquel c'est étudié dans la commission dédiée. En l'occurrence, je crois que c'est la commission du développement durable qui étudiera cette pétition. Mais si on passe les 500 000 signatures, eh bien, ça sera étudié en hémicycle à l'Assemblée nationale. Et du coup, c'est une manière pour les citoyens, pour vous, de faire remonter un sujet à l'Assemblée nationale qui y était il y a quelque temps, mais de dire aux députés que vous n'êtes pas content du vote qu'ils ont fait et que vous souhaitez que ça aille dans un autre sens. Et c'est une manière de leur mettre la pression qui est gigantesque. Moi, je suis tranquille, hein. J'ai voté contre la loi, donc je suis prêt. Je dis vraiment, allez-y, foutez la pression aux autres, foutez la honte aux autres, faites en sorte qu'on leur fasse retirer cette foutue loi qui ne sert à rien,
que à créer, encore une fois, des maladies, des cancers, et à mettre en difficulté les agriculteurs eux-mêmes y compris, parce que les pesticides, eh bien, les agriculteurs sont des êtres humains comme les autres, et ils en bouffent plein, et ça leur fait davantage de cancers. Enfin, je finis sur dernier sujet. Je vous ai dit que je vous parlerai de la Révolution et de la rentrée. J'ai déjà un petit peu écumé mon sujet pour l'instant, mais je veux juste vous dire que je serai cette année aux universités d'été de la France Insoumise, probablement aussi aux universités des jeunes de la France Insoumise, et que à ce titre, eh bien, je ferai plusieurs conférences, une a priori sur les sondages, une sur la nation est-elle de gauche, et donc on parlera beaucoup de la Révolution parce que justement c'est un sujet qui est un sujet majeur que celui de la Révolution, que la définition du peuple comme nation, c'est-à-dire comme peuple souverain. Et puis enfin, je ferai aussi 2 ou 3 prises de parole aux amphijeunes, et puis peut-être sous la forme que je fais d'habitude, la fête de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Il faut voir encore si c'est possible ou si c'est pas possible, mais pour justement faire le lien entre la Révolution et la période actuelle, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous y relient, et notamment ce que je vous disais sur Maximilien Robespierre, à savoir que, eh bien, on a remplacé une aristocratie féodale par une aristocratie des riches, et que de ça, il ne peut pas être question dans le pays des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, si on a un peu de dignité et de sens de l'histoire et de ce que veut dire le drapeau tricolore qui est juste ici au moment où il naît, parce que connaître son histoire, eh bien, c'est permettre justement de ne pas reproduire certaines erreurs, et de faire en sorte de se servir des choses qui ont plutôt bien fonctionné pour les porter dans l'avenir, et pour faire en sorte qu'on change notre futur. En tout cas, c'est notre objectif. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, si jamais vous êtes libre le dimanche 27 juillet, vous pouvez me retrouver à Arras avec Hugo Bernalicis pour commémorer la mort de Maximilien Robespierre, qui s'est donc fait tuer le 28 juillet 1794, le 9 Thermidor ou le 10 Thermidor, je ne me souviens plus de la date, mais je vous y retrouverai. Ça sera vraisemblablement soit à 15h, soit à 17h. En tout cas, vous pourrez retrouver les informations sur mes réseaux sociaux. Et puis, avant de vous quitter, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Je vous souhaite bon courage si vous travaillez pendant ces mois qui s'annoncent assez chauds. Et je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis du coup, à bientôt à la rentrée politique aux universités d'été de la France Insoumise. Et puis peut-être avant sur ma chaîne Twitch, parce que je pense que je vais vous faire les live Twitch. Donc pareil, vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch, c'est facile à trouver. Vous tapez Aléaumont, A-L-E-A-U-M-N-T sur Twitch, et vous trouverez ma chaîne assez facilement si vous voulez garder le contact pendant l'été. Allez, salut tout le monde, et à bientôt sur je ne sais quelle plateforme. Au revoir.